Donc, Pierre Giacometti, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Giacometti, alors forcément, je pense que vous le connaissez si vous suivez la politique depuis de nombreuses années, mais là, vous êtes fondateur d'un cabinet qui s'appelle Nocom, depuis quoi, 5-6 ans, 13 ans, Pierre 13 ans déjà, le temps passe vite. Oui. Comme le temps passe. Tout juste 13 ans dans quelques jours. Voilà. Tout juste 13 ans dans quelques jours. Nocom, donc, qui s'intéresse évidemment aux stratégies de communication, mais qui s'intéresse aussi à ce qui fait de toute façon, ce qui a été votre passion, c'est-à-dire fondamentalement ce qui se passe dans le pays profond. Et donc, vous faites, c'est quoi? C'est un rythme semestriel, le tableau de bord de... Tous les 6 mois, le tableau de bord de la transformation de la France depuis juin 2017. On en est à la 9e édition. Et évidemment, chaque édition ajoute encore un peu plus à la richesse d'analyse et d'essayer de tenter de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays, confronté à de nombreuses crises. Oui, c'est ça, parce que vous commencez à avoir un historique, ce qui, je crois, donne évidemment toute sa force et toute sa profondeur à l'exercice des sondages. Ça permet de voir ce qui vraiment impacte dans les mouvements d'opinion sur le sujet central de la transformation de la France, voulu par le président de la République lorsqu'il s'est présenté aux Français il y a un peu plus de 3 ans. Et puis ça permet de voir aussi ce qui, finalement, ne bouge pas, parce que c'est intéressant de voir que malgré toutes ces secousses auxquelles nous sommes confrontés depuis 3 ans et demi, secousses et crises, les tendances d'opinion de fond, il y en a un certain nombre qui résistent un petit peu à toutes ces secousses et qui montrent à quel point elles sont structurées, solides et souvent utiles pour comprendre le jeu des acteurs. C'est pas péjoratif de le présenter comme cela, mais aussi pour comprendre ce qui fait qu'une communication fonctionne ou ne fonctionne pas. Ouais, alors sur le jeu des acteurs, je me permettrais, alors je t'ai pas prévenu avant, mais tu pourras sortir le joker, mais ce qui s'est passé sur Carrefour m'intéresse quand même beaucoup, donc voilà, je te poserai une question là-dessus, mais juste un mot là-dessus avant, quand tu dis... D'où est partie l'idée de faire ce tableau de bord de la transformation de la France? Parce que tu es un cabinet privé, il faut qu'il y ait un client à un moment qui soit intéressé, ou tu t'es dit que ça intéresserait? Bon, en fait, le sujet de la transformation, il vient sur le débat public français, ou sur la table du débat public français avec la candidature d'Emmanuel Macron, qui ne parle pas de rupture, de réforme, de changement. Il parle de transformation. Il utilise finalement un vocable qui est plutôt un vocable d'entreprise. On connaît les plans de transformation dans les entreprises. Les dirigeants d'entreprises qui vous regardent sont très attentifs à ces questions-là et ont à les piloter. Et Macron utilise ce mot qui est plutôt de l'entreprise et il le met sur le politique, sur le champ politique. Il gagne l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, nous sommes dans une période où on est en train d'accompagner de plus en plus de boîtes sur leur capacité à faire passer des plans de transformation en interne et auprès de leurs parties prenantes externes. Et en fait, on se dit, c'est très intéressant de prendre la France comme une sorte de cas d'école, comme une sorte de cas inspirant, pour voir à l'échelle d'un pays, quand on essaye de vendre, entre guillemets, un plan de transformation à grande échelle sur un pays de plus de 66 millions d'habitants, comment est-ce qu'on fait pour faire passer ce message-là? Comment est-ce qu'on fait pour le traduire en actes? Et comment est-ce qu'on fait pour mobiliser une population? Là, il ne s'agit pas de salariés. La démocratie n'est pas le jeu de l'entreprise. Mais dans un pays comme la France, dans une démocratie, comment la transformation fonctionne ou ne fonctionne pas? Et quand on a eu cette idée en juin 2017, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de lancer cette transformation et de l'utiliser comme élément d'interprétation pour convaincre nos chefs d'entreprise, nos clients, que quand on fait de la transformation, probablement que la période dans laquelle nous sommes, et les événements depuis 3 ans et demi nous ont plutôt donné raison, on ne peut plus piloter la transformation comme peut-être on l'a piloté il y a une dizaine, quinzaine ou une vingtaine d'années, parce que les publics auxquels on s'adresse ne fonctionnent plus de la même façon du point de vue de la capacité à les convaincre. Et est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on va en parler globalement. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Ton tableau de bord, il dit Macron s'est planté. Moi, j'ai titré défiance face aux réformes. Juste, pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a un lien, si jamais l'échec devait se confirmer, entre l'incapacité à réformer la France et derrière plus de difficultés pour les chefs d'entreprise à réformer leurs propres entreprises? Est-ce que c'est poreux entre les deux? Dans l'équation de la transformation, ce qu'on apprend nous tous les jours quand on travaille avec les entreprises, on passe souvent du temps au début du processus d'accompagnement de la transformation à leur dire une chose, il y a une équation qu'il faut essayer de viser, de respecter, c'est de pouvoir dire à ceux qu'on cherche à convaincre, salariés, actionnaires, consommateurs, clients, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour elle-même. Basculons ce raisonnement sur la France. Ce qui est bon pour la France doit être bon pour les Français. Aujourd'hui, à la question posée, est-ce que Macron réussit? Pour l'instant, cette équation-là ne fonctionne pas pour une majorité de Français. Ne traduisons pas, donc il va perdre l'élection présidentielle. Le jeu de l'élection présidentielle, c'est autre chose. Mais, ma question, c'est, à partir du moment où une majorité de Français, où les gens vivent une forme d'échec de la transformation du pays, est-ce que ça va les rendre plus réticents à écouter leur patron
parler de la transformation de l'entreprise? Je ne le crois pas. Je crois que... Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que l'univers n'est pas le même. Il s'agit là de leur job, de leur entreprise. Parfois, pour certains d'entre eux, pour certaines d'entre elles, avec une fidélité dans l'entreprise, un attachement qui n'est pas le même niveau d'attachement qu'on a dans une démocratie. Et puis, pour une seconde raison, c'est que dans le cas d'un pays, le sujet de la transformation ou sa traduction n'a pas la même valeur que celui qu'on observe dans une entreprise. Et d'ailleurs, l'un des résultats essentiels de la 9e vague d'enquête qu'on a rendue publique la semaine dernière, c'est que sur le fond, et malgré toutes les vicissitudes depuis 3 ans et demi, crise des Gilets jaunes, grève longue sur la réforme des retraites, crise sanitaire et maintenant crise économique, au fond, sur le principe même de la transformation, les Français restent plutôt à l'écoute sur le principe, sur l'idée qu'il faille... Il y a une courbe qui est très intéressante dans l'enquête, où on propose aux Français 2 alternatives. Au fond, est-ce qu'il faut transformer la France pour l'adapter au monde, ou est-ce qu'il faut préserver la France dans son identité et la protéger contre la mondialisation? Et quand on regarde les 3 ans et demi d'évolution sur cette question, finalement, qui ressemble un peu à une question de référendum, eh bien, le oui, si je puis dire, même de manière limitée, reste majoritaire. Ça veut dire qu'au fond, les Français se disent bien que la transformation sur le principe, on peut y arriver, on doit aspirer à en majorité, même si c'est très, très équilibré. En revanche, dans l'exécution de la transformation, dans la manière de la conduire, dans la manière de la rendre lisible et comprise, là, il y a des très gros points d'interrogation. Ouais, mais Pierre, et pour un chef d'entreprise, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on met? Parce que, alors j'ai vu tout ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu mets dans le mot transformation quand tu dis, donc effectivement, 55% des Français donnent toujours priorité à la transformation du pays, mais que derrière, il n'y en a que 34% à soutenir l'idée que la France s'engage dans la révolution numérique. Mais de quelle autre transformation tu veux me parler si tu refuses de me parler de transformation numérique en ce moment? C'est ça, j'ai l'impression que ce mot de transformation, on parlera de l'Europe tout à l'heure, qui agit comme un repoussoir, là, peut effectivement avoir quelque chose de séduisant à partir du moment où on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on met dedans. Alors, il faut pas nier le fait qu'il y a une forme, dans toute expression d'opinion, surtout sur des sujets de fond comme cela, il y a une certaine forme de schizophrénie de l'opinion publique. C'est-à-dire, les Français vont nous dire il faut protéger les plus défavorisés, il faut aller vers quelque chose qui réduise une certaine forme d'inégalité, à la fois il faut aussi réduire la dette de la France. On a cette forme de contradiction. Mais la contradiction du débat public, elle n'est pas le monopole des Français. Les acteurs politiques ont aussi parfois des expressions et des communications qui peuvent paraître contradictoires. Ce que dit cette enquête, en réalité, c'est que le oui à la transformation est très largement et étroitement lié à un besoin de protection. Ouais. Et ce besoin de protection, autrement dit, d'une certaine manière, l'équation dont je parlais tout à l'heure, ce qui est bon pour le pays doit être bon pour moi. Les Français le disent aussi, il ne peut pas y avoir de transformation sans préservation d'une certaine forme de protection sur toute une série de sujets. Et nous ne sommes pas là-dessus dans une situation de monopole, nous Français. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Brexit ? Rappelez-vous du slogan des Brexiteurs quand ils ont commencé leur campagne où tout le monde les donnait perdants. Ils ont dit, paradoxalement, sortir, c'est reprendre le contrôle. C'est paradoxal parce qu'on dit plutôt se protéger, on est plutôt mieux à se protéger ensemble quand on est tous européens. Et c'est l'Europe qui nous protège. Et pendant des années, les européistes, les Européens, les pro-Europe, ont dit l'Europe nous protège contre la guerre, nous protège contre les inégalités, nous protège en essayant de nous rassembler sur un niveau de vie qui peut apparaître un tout petit peu plus homogène qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Et là, les Brexiteurs ont dit sortir, ça permet de reprendre le contrôle sur notre propre destin. Et c'est ce qu'ils nous ont dit encore récemment avec le discours de Boris Johnson lorsqu'il a annoncé aux Britanniques. Bon. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion française, c'est qu'il y a un courant puissant qui n'est pas unanime. Il est présent, et même quand vous avez une courte minorité de Français qui nous disent qu'il faut préserver la France contre les risques extérieurs, c'est une façon de dire il n'y a pas de transformation sans souci de protection sur toute une série de sujets, y compris sur des sujets économiques, industriels. Ça veut dire, rentrons dans le dur, ça veut dire tu touches pas à l'assurance chômage, tu touches pas aux retraites. Alors, sur les retraites, quand on regarde, là je vais mettre de côté momentanément le tableau de bord de la transformation de la France, mais lorsque, à la fin de l'année 2019, le président de la République est engagé sur la réforme des retraites, on n'a pas une France qui est totalement réticente à l'idée d'une réforme des retraites. Il y a plutôt même une opinion qui a compris la nécessité et son explication. Et d'ailleurs,
dans la communication gouvernementale, il y a un certain nombre de choses qui ont plutôt bien marché à ce moment-là. Donc, c'est les corps intermédiaires en fait qui ont. En fait, on est dans un pays, et d'ailleurs le résultat de cette 9e vague est très intéressant. En fait, on est dans un pays qui est profondément fracturé entre deux sensibilités. Vous savez ce qu'on a dit récemment ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'opposition entre pro et anti-vaccin, en voulant parfois être tenté de donner une forme de priorité à ceux qui sont majoritaires ou qui sont très très forts, les anti-vaccins. Mais en fait, la France, aujourd'hui, est confrontée à une situation d'opinion où, très souvent, on observe sur toute une série de sujets une division assez profonde dans un corps social qui est assez fracturé socialement. Je vais vous donner un autre point de vue qui est intéressant, qu'on lit dans cette enquête. Juste pour être clair là-dessus, Pierre, c'est-à-dire c'est une forme de radicalité que tu constates, c'est-à-dire tous les points de vue sont exacerbés, c'est ça le sujet du moment ? En fait, sur beaucoup de questions, y compris sur la question de la transition écologique, y compris sur la question de la révolution numérique, on sent des groupes de population en opposition assez forte. Le 30%, un peu plus de 30% dont on parlait tout à l'heure sur des Français qui sont favorables, minoritaires mais favorables à plutôt donner priorité à la transition numérique, ce score, il monte à plus de 50% chez les jeunes de moins de 25 ans. Bien sûr. On a des anciennes générations qui voient l'emploi industriel se perdre, qui voient un certain nombre de secteurs économiques se désintégrer et qui ont le sentiment qu'une certaine forme d'accélération sur la révolution numérique est en train de tuer un emploi traditionnel. Et ne négligeons pas quand même l'impact médiatique de toute l'actualité que l'on entend ces dernières semaines, ces derniers mois. La question de la souveraineté économique de la France a été posée maintenant depuis la crise sanitaire. Et sur toute une série de sujets, il revient sur Carrefour, sur les vaccins. La relocalisation est au sommet de l'agenda de ton enquête. Ça, c'est alors très très clair. Quand on posait il y a 3 ans et demi la question est-ce qu'il faut donner priorité à la préservation des emplois traditionnels ou aller vers quelque chose de tendant vers la révolution numérique, on était à 50-50 il y a 3 ans et demi, maintenant on est à 2 tiers, 1 tiers pour préserver les emplois traditionnels. Donc ça, ce sont toute une série d'éléments qui vont dans le sens de ce que j'appelais l'espèce de volonté d'hyperprotection. La France n'est pas un cas exceptionnel dans ce domaine, mais c'est vrai que nous avons, compte tenu du rôle particulier qu'on souhaite donner à l'État français, un rapport au patriotisme économique qui est particulier et qui probablement explique le fait que les politiques sont parfois en surréaction, notamment lorsqu'il s'est agi ces derniers jours de la question de Carrefour. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. La question européenne, au moment de ses vœux, Emmanuel Macron, oui, il parle de l'Europe, mais j'étais très surpris de ce qu'il, quand même, à un moment, ne dise pas. Bon Dieu, les amis, si on est dans une situation à peu près préservée, si on a des défaillances d'entreprises qui sont aujourd'hui étonnamment peu importantes, c'est parce que la Banque Centrale Européenne est là pour garantir l'ensemble de l'argent qu'on est en train de dépenser pour vous soutenir. Et ce discours-là, il est quoi ? Il est trop complexe, Pierre ? Parce que, franchement, l'Europe, là, celui qui vient nous dire que l'Europe ne protège pas... il ne regarde pas la vérité en face. Et pourtant, des millions de Français ont eu le sentiment ces dernières années que l'Europe n'était toujours pas au rendez-vous. Alors, si je devais vous faire l'avocat du diable pour parler des critiques ou des limites de la construction européenne, ces derniers jours, on entend un certain nombre de discours sur le thème si on va si lentement sur les vaccins, c'est parce que l'Europe est trop lente aussi dans sa manière de piloter cette crise sanitaire. Mais vous avez raison, la protection monétaire et financière de l'Europe aujourd'hui est essentielle. Moi, je suis assez frappé de voir que sur ces 3 ans et demi, sur ce fameux rapport de force, est-ce que les Français ont plutôt le sentiment qu'il faut dans les années qui viennent plus d'Europe ou moins d'Europe ? Malgré toutes ces crises, et notamment celle-là, on a toujours en France cette espèce de confrontation de 2 blocs, 50-50, qui n'ont quasiment pas bougé depuis 1 an et demi, et où les tenants d'une forme de remise en cause du mouvement européen dans son ensemble, sur une durée longue, est aujourd'hui quasiment au même niveau que ceux qui prônent... Bon, on est là, si vous voulez, dans quelque chose qui, finalement, depuis 1992, date du référendum européen voulu par François Mitterrand. Ça fait quand même maintenant 29 ans. En 30 ans, en 3 décennies, le rapport de force, bloc contre bloc, sur oui à l'Europe, non à l'Europe, est à peu près identique. Et encore une fois, nous ne sommes pas en référendum. Si aujourd'hui il y avait un référendum sur la question, je ne suis pas sûr que les pro-européens seraient très très rassurés sur le résultat final de ce type de référendum. Pierre, ça veut dire, on revoit, puisque c'est l'année Napoléon, là on voit revenir les comparaisons entre Macron et Bonaparte, ça veut dire qu'il ne peut pas lui repartir en brandissant la réforme à l'entrée du pont d'Arcole, comme il l'a fait sur sa première campagne présidentielle. Bon, on va quand même
défendre la position du président de la République en phase de réélection. Jamais un président de la République qui prétendait être réélu ne fait la même campagne que celle qu'il a faite pour être élu. Donc ça, c'est pas forcément ça serait une surprise qu'il conduise exactement le même cheminement, d'abord parce que pendant 5 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, je reviens à mon fameux raisonnement sur les minorités. Quand vous avez près de 40% des Français qui disent « oui, le pays s'est transformé », bien ou mal, mais en tout cas vous disent « il s'est transformé », ça veut dire que quand Macron dit « nous sommes engagés dans une transformation qui a commencé, les Français sont en train de s'en rendre compte », le fait que vous ayez presque un Français sur 2 qui le reconnaissent, certains en manière critique, d'autres de manière positive, c'est déjà un bout de chemin, surtout dans une période aussi secouée, je l'ai dit tout à l'heure, par toute une série de crises qui ont quand même largement perturbé l'agenda. Quand Nicolas Sarkozy est élu président de la République en 2007, il a un projet présidentiel, il commence à le mettre en action, vient cette crise financière historique majeure qui bouleverse complètement son agenda à lui aussi et qui perturbe complètement l'agenda des réformes. Donc je ne pense pas qu'il sera difficile à Emmanuel Macron, je ne dis pas que ça sera partie facile sur toute une série d'autres sujets, mais d'expliquer aux Français que la conduite du changement a été quand même bigrement bouleversée par des choses que personne n'imaginait. D'accord. Donc, pays, tu dirais fracturé, profondément fracturé ? Oui, vraiment fracturé. Fracturé. Il y a un effet de génération. Il faut qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Pierre. Oui, l'effet de génération, il est évident, mais ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, on dit souvent ces dernières semaines à propos de la crise sanitaire, il y a une forme de génération qui a sacrifié. Les jeunes sont en train de voir l'avenir avec angoisse. Depuis une trentaine d'années que la France est en crise, ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ce qui me paraît plus préoccupant, et dont l'expression la plus récente, la crise des Gilets jaunes, a été un très bon symptôme, c'est qu'on a sur le plan social des classes moyennes, des catégories populaires, compte tenu de la crise économique qu'on est en train de vivre et indépendamment des effets de la crise sanitaire auxquels on sait qu'ils sont parfois plus exposés, on a quand même un pays qui est assez irruptif socialement pour des raisons économiques et sociales. Et là, le critère n'est pas générationnel, il est sociologique, il est lié au fait que le déclassement qu'un certain nombre d'experts, d'observateurs, de sociologues ont analysé ces dernières années à travers des livres à succès, on voit bien que cette France-là, aujourd'hui, est en train de se demander quelle est la solution politique. Et aujourd'hui, certains proches du président de la République aujourd'hui se rassurent un tout petit peu en laissant penser que finalement, il n'y a pas d'adversaire pour l'instant, de leader de l'opposition capable de capter cette angoisse-là de manière crédible et significative. Mais pour autant, ça laisse un paysage préélectorale à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle, extrêmement instable et avec une capacité pour n'importe quel grand leader qui capterait cette angoisse-là en situation de pouvoir présenter, c'est ce que dit d'ailleurs très bien l'enquête, oui, les Français sont convaincus à près de 85% qu'il y aurait une autre façon de transformer la France. C'est ça en fait le vrai sujet, c'est de savoir si dans une élection présidentielle qui est l'élection majeure, un projet alternatif de transformation est capable de concurrencer celui du président de la République actuellement en fonction. Et en même temps, tout ce que tu dis, cette fracture, ce sentiment de déclassement, la smicardisation d'une grande partie aujourd'hui des salariés, est aussi le fruit d'un système qui petit à petit s'est refermé sur nous, nous piège, du fait de la masse des dépenses sociales, du fait de la masse des déficits, du fait de tout ce que ça impose. Donc, tu as quand même un peu l'impression d'une impasse. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est sans doute ça aussi qu'on ressent, je pense, au fond de nous. En se disant, bon Dieu... Oui, et puis la question de là aussi, dans la crise sanitaire et dans la mise en cause de l'administration française, de la technocratie, de la forme de bureaucratie bien de chez nous, un certain nombre de vos confrères, ces derniers jours, ont repassé des images d'archives sur le discours, par exemple, que tenait un François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing avant 1981, lui expliquant que si la France ne fonctionnait pas bien, c'était d'abord de sa responsabilité, d'un État qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait remettre en ordre. Ça date quand même de 40 ans. Donc ce discours-là sur la remise en cause de l'État, le problème qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que quand ils entendent ces discours venant des leaders de l'opposition sur le fait que le pays ne fonctionne pas, plus personne aujourd'hui ne croit à l'idée qu'un politique est capable, à lui tout seul, de remettre l'État à sa place. Vous avez remarqué que dans l'enquête, les Français nous disent, sont assez partagés sur le rôle de l'État. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin? Est-ce qu'il faut qu'il s'arrête là où il est? Ou est-ce qu'il faut qu'il baisse son niveau d'intervention? Les Français sont partagés en 3 grands tiers. En fait, on a l'impression qu'à travers cette incertitude, ils nous disent, c'est pas plus ou moins le débat. Le débat, c'est mieux d'État. Comment est-ce que ce pays organise une autre forme d'intervention de l'État? Et c'est probablement un des sujets dont on aura à parler pendant la campagne présidentielle.
Pierre Giacometti, le fondateur de Nocom, était donc notre premier invité sur Bismart.